Bonjour à tous, ici Lothaire Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo sur un sujet effectivement qu'on me demande souvent quand je suis interviewé aussi, c'est comment ça se fait que dans une société comme la nôtre, avec un système de santé très bien développé, etc., on n'est toujours pas capable de soigner l'acné. Et ça a été un de mes focus ces 15 dernières années, de véritablement comprendre ça, aussi bien comprendre l'acné, mais comprendre aussi pourquoi on était si inefficace, même avec nos immenses labos de recherche, les millions qui sont investis là-dedans. Pourquoi est-ce que ça n'aboutit pas à une véritable compréhension de tous ces phénomènes et à un traitement efficace, une réponse thérapeutique efficace à ça dans notre système de santé? Eh bien, la première chose qu'il faut saisir, et j'ai envie de dire, on va peut-être commencer par ça, on va le mettre entre guillemets, pour pouvoir comprendre ça, il faut avoir plus envie de comprendre que de critiquer. Il faut avoir plus envie de comprendre les choses et de savoir comment ça fonctionne que de vouloir trouver un coupable. Parce que dans beaucoup de médecines alternatives, beaucoup de gens, même beaucoup de gens qui s'intéressent à la médecine naturelle, etc., la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont stigmatiser, créer une dichotomie, trouver un coupable et diaboliser l'autre partie en face. Donc souvent, c'est l'industrie pharmaceutique. Ce sont des gens mauvais qui veulent simplement faire de l'argent et rendre les gens malades, comme ça ils peuvent continuer de leur vendre des médicaments, etc. Ça, c'est une vision très diabolisante, alors que ça prouve bien que on n'a pas une bonne compréhension quand on réfléchit comme ça de l'ensemble de cette institution et de comment ça a été mis en place. Alors moi qui étais un petit peu des deux côtés, puis qui ai vraiment subi aussi et souffert de l'errance thérapeutique, c'est-à-dire l'errance médicale de pas trouver de solution et pourtant avoir vraiment beaucoup de bonne volonté, de chercher les choses, de faire confiance aux professionnels, etc. et finalement d'être laissé un petit peu impuissant sans avoir de résultats. Et c'est peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez avec votre peau ou même avec d'autres pathologies si c'est le cas. Eh bien, la première chose qu'il faut saisir, c'est qu'on est dans un système qui est mature. C'est un système qui a été mis en place il y a une centaine d'années maintenant, et qui a évolué bien sûr depuis les Sumériens, même avant, dans le néolithique, il y avait déjà des preuves que les humains essayaient déjà de se soigner, d'essayer de trouver des solutions aux problématiques de santé qu'ils pouvaient déjà avoir. Et pendant longtemps, je ne vais pas vous raconter tout ça dans les détails, je vais juste vous dire ce que je me rappelle bien de ces superbes cours sur l'histoire de la pharmacie qu'on avait pu avoir. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que pendant très longtemps, on s'est focalisé sur essayer de trouver la panacée, c'est-à-dire le médicament qui répond à tout, qui règle tous les maux, qui règle tous les problèmes. Alors, pendant longtemps, il y a eu, à peu près chaque siècle, il y avait un espèce de traitement phare, médicament phare, qui était conseillé pour beaucoup de pathologies. Pendant longtemps, on a eu on appelle ça la pilule. Alors c'était pilule. Le nom m'échappe, mais c'était quelque chose comme, pas pilule universelle, mais c'était vraiment cette notion de réutilisable. Et du coup, c'était simplement un comprimé taillé d'antimoine, donc c'était une espèce de caillou qu'on prenait par la bouche et qu'on laissait agir en interne. Alors ça pouvait rendre malade, et puis l'antimoine c'est assez toxique aussi. Et derrière, on le récupérait dans les selles, on le nettoyait, puis on le donnait, et puis on en avait une par famille, et chacun allait l'utiliser dès qu'il avait un petit peu mal au ventre, dès qu'il avait du mal à digérer, dès qu'il avait des problèmes gastriques ou des choses comme ça. Et alors ça, c'est juste un exemple. Après, on a eu le Thériaque, qui était fabriqué à la faculté de Montpellier. Ils en faisaient des immenses batchs, on pourrait dire ça, pour les gens qui connaissent la formulation pharmaceutique. Et ils faisaient ça à la faculté de Montpellier, alors il y a très longtemps. Et ils distribuaient ça partout en France, etc. Et chacun avait sa petite amphore, son petit contenant de Thériaque. Et dès qu'il y avait un petit mot dans la famille, on prenait une cuillère de Thériaque, on prenait ça. Et
En fait, pendant très longtemps, on a eu effectivement cette focalisation sur trouver la panacée, même longtemps aussi avant. La panacée, d'ailleurs, ça vient de c'était le mot qu'on utilisait pour les saignées. À chaque fois qu'il y avait une pathologie, eh bien, on allait se dire, bon ben voilà, on va ouvrir, on va laisser saigner, et tout ce qui sort, c'est que c'est mauvais, donc ça doit être dehors. Et ce qui reste, eh bien, c'est ce qui devait rester, donc vous êtes en bonne santé, etc. Donc voilà, je vous donne un petit peu les grandes lignes. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est qu'on a beaucoup plus commencé à comprendre un petit peu plus le corps, on a commencé à comprendre un petit peu plus la chimie, à travers l'alchimie qui était basée sur vraiment des dogmes et quelque chose de très ésotérique, de très, ce qu'on appelait la médecine hermétique aussi, qui était très fumeuse, très spirituelle, avec Lavoisier, etc. On a transformé ça en chimie, qui lui disait, ben non, non, il faut de l'empirique, il faut de la science là-dedans, il faut qu'on arrête de croire en des choses et qu'on ait du résultat, et c'est le résultat qui va nous guider. Et c'est l'approche scientifique qu'on a gardée derrière pour la chimie. Et ça nous a amené tout doucement à, il y a une centaine d'années maintenant, à développer l'industrie de la pharmacie. Donc plus certains petits apothicaires qui faisaient leur mélange de leur côté, etc. et qui les vendaient. Donc déjà, un petit peu comme un épicier, son modèle économique s'était basé sur la vente de produits. Eh bien, on a créé tout doucement, d'ailleurs c'est comme ça que ça a démarré, hein, c'était d'abord des pharmaciens qui faisaient, des apothicaires qui faisaient leur préparation, etc. Et doucement qui sont devenus des industries, etc. Comme Pierre Fabre par exemple, qui était un pharmacien, qui ensuite est devenu, qui a monté ces immenses structures en France, et maintenant qui sont une des plus grandes entreprises pharmaceutiques et cosmétiques du monde entier en fait. Hein. Et ça a démarré juste d'un pharmacien. Du coup, ce qui est intéressant de saisir là-dedans, et l'intérêt qu'il y a eu là-dedans, c'est que si ça s'est développé, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'était utile. Et ça a véritablement aidé énormément de personnes. Et plus ça a généré de fonds, plus on pouvait réinvestir dans la R&D. Et ce qui a continué de développer de nouveaux médicaments. Mais on est resté focalisé sur une pathologie, un produit qui produit un résultat, et on règle les choses. Donc on s'est toujours focalisé sur comprendre la pathologie juste assez pour pouvoir avoir un produit qui va nous permettre de le commercialiser et d'apporter les effets. Et on s'est toujours un petit peu arrêté là en fait. Hein. Dès le moment où on avait le produit qui se vendait, bon ben stop. Et je ne dis pas que c'est catastrophique, mais c'est un modèle qui a fonctionné, qui continue de fonctionner et qui a changé le monde. Je ne sais plus ce que j'ai lu qu'en 300 ans, on a triplé l'espérance de vie. Alors ça ne veut pas dire qu'avant on vivait 33 ans et maintenant on en vit 99. Hein. Ça veut surtout dire qu'on a amené beaucoup plus de gens à vivre beaucoup plus longtemps. Donc beaucoup moins de morts infantiles, beaucoup moins de morts à travers les infections, beaucoup moins de pathologies complexe, c'est-à-dire que pendant très longtemps aussi, par exemple, on a eu beaucoup de cul-de-jatte, etc. Après, quand on a eu une meilleure compréhension du diabète, etc., ben, de nos jours, on en a beaucoup moins, par exemple. Et tout ça, quand on n'a pas vécu tout ça, on ne peut pas imaginer les évolutions qu'il y a eu, en fait. Mais quand on étudie ça, on se dit, mais oui, c'est vrai que c'est absolument fou. Je vous rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, on n'avait même pas de connaissance des antibiotiques ou des choses comme ça. Ça, c'est arrivé encore plus tard. Et rien que pour vous donner un exemple sur les antibiotiques, on s'est cru pendant un moment complètement les maîtres du monde avec ça, parce que on se disait, ça y est, les humains n'auront plus d'infection. Il y avait un livre qui avait été écrit par un des médecins généralistes et cadres à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et il disait, dans les années 80, on pensait qu'on allait devoir fermer les étages des maladies infectieuses, tellement il y avait de moins en moins de lits, de moins en moins de personnes avec des pathologies infectieuses. Et on s'est débarrassé de la tuberculose, on s'est débarrassé de la variole, notamment grâce à la compréhension des vaccins, etc. Et malgré toutes les polémiques qu'il peut y avoir là-dessus, quand même, il y a un véritable résultat à la fin. Et toutes les pathologies comme la lèpre, etc., qui étaient des pathologies
affreusement dures, dures aussi bien physiquement à vivre, mais qui étaient des maladies qui transformaient la vie des gens. Ils étaient obligés de, tout comme pour la tuberculose, d'être mis en quarantaine presque, hein. Et donc du coup, on ne peut pas dire une seule seconde que l'industrie pharmaceutique, etc., n'a pas un impact absolument dingue sur la qualité de vie des humains et partout dans le monde. Et pour pouvoir mettre en place un système comme ça qui a si bien fonctionné, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fallu le structurer. Et du coup, tout doucement, alors, à travers les années, etc., ils ont mis en place un système où on a eu l'industrie pharmaceutique qui chapeautait un petit peu les choses, et maintenant, qui est en connexion avec toutes les industries aussi, des assurances, etc. Donc c'est quelque chose de... C'est un cluster, donc un groupement qui travaille ensemble aussi pour des objectifs de santé publique, etc. Mais ça aussi, ça a des limites, tout comme ça a des bénéfices aussi, notamment en France avec le système de la sécurité sociale, etc. Mais du coup, ce qui a été mis en place, c'est une véritable structuration qui était que l'objectif et le travail du médecin, c'était le diagnostic. Donc il y a eu le médecin qui doit diagnostiquer. Derrière, on a le pharmacien qui dispense. La dispensation pharmaceutique, ça veut dire de donner le bon dosage, les bons produits, s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction, etc. Ça, c'est le travail du pharmacien. Et derrière, le travail du patient, c'est l'observance. Ça veut dire de vraiment appliquer son traitement, d'aller jusqu'au bout et que ça fonctionne pour lui. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est déjà très structuré. C'est-à-dire qu'un médecin ne va pas donner de médicaments. Il va prescrire un médicament. Lui, son travail s'arrête là. Donc, il diagnostique. Donc, c'est pour ça que quand il y a des personnes qui me disent je n'arrête pas de retourner, par exemple, chez mon dermatologue pour l'acné, etc. Et j'ai envie de dire, une fois que le diagnostic est fait, lui, il ne peut pas aller véritablement plus loin. Vous voyez, une fois que vous avez mis en place les différentes stratégies thérapeutiques, parce que c'est aussi ça qui s'est passé, c'est que pour pouvoir couvrir le territoire et pour pouvoir continuer de former des professionnels et d'avoir du coup un impact puissant en santé publique, on a mis en place des universités, on a mis en place des systèmes très structurés pour transférer cette connaissance. Et du coup, ça a formé des médecins avec du coup les connaissances qui étaient acquises et qui étaient transférées. Et derrière, pareil pour les pharmaciens, et derrière, tous les messages de santé publique qui sont transférés, qui permettent à la population de comprendre un petit peu plus les choses, et de nos jours avec Internet, beaucoup plus diffus aussi, et beaucoup plus confus aussi, j'aimerais dire aussi. Mais ça, du coup, ça a effectivement certains biais, comme vous pouvez vous en douter, notamment les premiers biais, c'est que comme c'était un système qui était basé sur le bon médicament au bon moment, etc., ça reste quand même le bon médicament. Ça veut dire que, et surtout en France par exemple, eh bien, quand vous allez chez votre médecin, je crois que c'est 9,75 fois sur 10, vous sortez avec une prescription. Et si jamais vous allez chez le médecin et qu'il ne vous fait pas de prescription, vous vous dites, mais c'est un mauvais médecin, il m'a servi à rien en fait. Je ne comprends pas pourquoi j'y suis allé, quoi. Et du coup, on a cette culture de prescrire et de donner des médicaments. Parce qu'en France aussi, on ne voit pas le prix des médicaments puisque beaucoup de choses sont prises en charge. Mais elle est là, la limite. Je ne sais pas si vous commencez à le voir à travers tout ce que je viens de vous expliquer un petit peu, que le fait est que dans un système et dans un système économique où le modèle économique de l'industrie pensante de la santé, parce que finalement c'est l'industrie pharmaceutique avec ses immenses fonds, etc., qui financent les recherches, aussi bien de laboratoires privés que publics, etc. Et c'est, quand on y réfléchit, elle a des parties prenantes, elle a des intérêts à faire ça, donc elle va financer les choses qui vont potentiellement être bénéfiques pour elle. Il faut bien se dire aussi, si c'est bénéfique pour elle, ça va forcément être aussi bénéfique pour la population, en tout cas dans un minimum de pourcentage, je dirais, un minimum de part en fait. Parce que pour qu'un médicament soit accepté, pour que certaines choses soient, pour que
les choses soient mises sur le marché, il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu d'efficacité. Là-dessus, simplement, on vient de le dire, parfois ça peut être juste un tout petit peu en fait. Et ça peut ne pas régler complètement le problème. Et comme vous pouvez vous en douter, pour les pathologies plurifactorielles et les pathologies du coup chroniques, eh bien ce modèle, elle est là, la limite. Elle est sur le fait qu'on a une industrie qui survit et qui prospère grâce à la vente de produits qui vont avoir un effet très spécifique. Donc qu'est-ce que fait l'industrie là-dessus? Elle va faire ses recherches pour comprendre véritablement où est-ce que sur le maillon, je vais pouvoir agir avec mon produit et gérer tout ça. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, et ça a arrangé tout le monde de penser comme ça, on s'est dit c'est une pathologie de peau, la dernière rempart c'est la peau, ça se manifeste par la peau, donc très bien, c'est au niveau de la peau. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la peau? Il y a des bactéries, waouh! Il y a des bactéries chez tout le monde. Et maintenant on parle du Demodex folliculorum, qui est un parasite de la peau, que les Chinois avaient... Enfin, j'avais vu beaucoup d'études chinoises là-dessus, j'avais fait une vidéo, peut-être pas une vidéo, mais peut-être un article sur le Demodex, où j'expliquais un petit peu toutes les études qui avaient été mises en place et qui expliquaient, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on pouvait avoir certains types d'acné qui pouvaient démanger, et pouvoir aussi voir qu'il y avait un lien entre le Demodex et la rosacée, etc. Mais on va toujours trouver un lien avec le dernier maillon. Vous voyez, mais ça ne veut pas dire que c'est ça la cause. C'est ça le truc. Parce que tout le monde l'a, le Demodex. Et tout le monde a le Propionibacterium acnes. Tout le monde l'a. Tout le monde a ces bactéries-là. Et du coup, en se focalisant sur ces derniers remparts et en agissant dessus, parfois ça peut amener un petit peu un résultat. Notamment pour certaines personnes, il y a les antibiotiques qui vont marcher. Ils vont peut-être marcher les premières fois où ils vont le faire, peut-être la deuxième fois encore, puis au fur et à mesure de moins en moins souvent, hein, puisqu'il y a les résistances antibiotiques, mais il y a aussi le fait qu'il y a d'autres facteurs qui vont aussi prendre leur dominance par-dessus. Et c'est ça qui fait que pour des pathologies chroniques, ce modèle-là ne suffit pas. Et il ne suffit pas aussi parce qu'il y a une déconnexion entre celui qui fait la recherche et celui qui est en contact avec le patient. Celui qui fait la recherche, c'est dans des laboratoires, c'est eux qui sortent avec leurs théories, qui sont dans leur tube à essai, dans leur modèle in vitro, etc. Et les gens qui ont l'acné, généralement, ils sont un petit peu impuissants, puis ils ont appris à faire confiance au médecin. Et le médecin, lui, ne peut transmettre l'information que si elle vient d'en haut, en fait. C'est-à-dire qu'il l'a apprise à la fac. Et généralement, ce qu'on apprend à la fac, c'est des notions qui datent des années 50, quoi. Des années 70 peut-être. Peroxyde de benzoïle, etc. Et qui n'apportent pas véritablement de résultats. Les derniers médicaments qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du peroxyde qu'ils ont mis avec un antibiotique. Ils ont dit super, on a un nouveau médicament. Oui, mais encore une fois, le travail n'est fait que sur quelque chose de très limité puisque c'est qu'un seul facteur. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on est encore bloqué pour ces pathologies-là. Et juste pour vous le dire, là-dessus, et c'est aussi ce qu'on me demande, pourquoi est-ce que ton modèle fonctionne, le TER? Eh bien, il fonctionne parce que c'est une nouvelle manière de voir la santé, en fait. Et c'est de voir la santé, encore une fois, dans l'ensemble du corps, l'ensemble des systèmes qui fonctionnent en synergie ensemble. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est tout à fait factuel et c'est tout à fait mesurable et scientifique. Et notamment parce que ça apporte des résultats empiriques et répétables. C'est ça la science. Et du coup, qu'est-ce que c'est ce modèle? Eh bien, c'est au lieu de continuer d'agir un petit peu les yeux fermés en ne sachant pas, par exemple, comme beaucoup de médicaments actuellement, on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent. C'est quand même fascinant ça. Et en même temps, c'est si complexe. Vous n'avez pas idée de comment une molécule chimique va interagir avec ces milliards et des dizaines et centaines de milliards de systèmes qu'on a dans le corps. Eh bien, c'est effectivement normal, j'ai envie de dire, au point où on en est, mais ça, on va continuer de comprendre, qu'il y a des choses qu'on ne comprenne pas complètement. Et encore une fois, la chose qui est intéressante, c'est le résultat.
Et comme moi je le dis, et c'est un peu les clés de mon modèle, il y a deux choses qui sont importantes, le résultat et la manière de l'obtenir. Le résultat, c'est de ne plus avoir d'acné pour toute sa vie. La manière de l'obtenir, c'est de la manière la plus saine possible, en comprenant ce qu'on fait, et qu'on puisse garder ça pour toute sa vie, parce que c'est sain. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, juste rapidement pour vous parler un tout petit peu plus de ça, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est parce que justement, il y a cette notion d'éducation où les gens reprennent le contrôle de leur corps et comprennent véritablement ce qu'ils font plutôt que de jouer comme je le dis souvent, aux fléchettes les yeux fermés en ne sachant pas ce qu'on fait et en voyant que ça ne fonctionne pas mais en recommençant les mêmes choses. Non, c'est pas possible. Si vous avez déjà pris le Roaccutane et que ça n'a pas fonctionné, puis vous le reprenez encore une fois, ça ne fonctionne pas, vous le reprenez encore une fois, vous faites que des tours de manège en fait où vous décalez le problème d'une année, de 6 mois ou 3 mois. Donc c'est pas ça qui apporte des résultats sur le long terme. Ce qui apporte des résultats sur le long terme, c'est véritablement comprendre ce qu'on fait, savoir le faire et être sûr de le faire de la bonne manière. Et ça, c'est pour moi le nouveau modèle de la santé actuellement qui va se développer. Dans ma vision des choses, c'est inévitable, puisque à chaque fois qu'on part trop dans un sens, on part trop dans le sens médicaments, trouver des choses qui ont fonctionné, etc. Et on va même très loin maintenant, parce qu'on donne du spironolactone, qui est un médicament contre l'hypertension, on le donne contre l'acné. Pour beaucoup de raisons, mais on va véritablement... on va justement dans ces excès maintenant, où au lieu de comprendre les choses, on va essayer un peu n'importe quoi, on va voir où ça a du résultat, puis on va le faire. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on commence à voir que ça ne fonctionne pas, et que comme tout le monde commence à voir que ça ne fonctionne pas, il y a les gens commencent à regarder autre part, ils disent « Putain, là, il y a des résultats aussi ». Et c'est comme ça que tout doucement, ils voient qu'il y a d'autres possibilités. C'est un petit peu ce que je fais finalement, c'est de ne pas critiquer les choses froidement et dire c'est n'importe quoi, etc. Non, c'est de comprendre où sont les limites, tirer les bénéfices de ça et de véritablement saisir, tirer les enseignements et pas juste se faire des ennemis et se dire voilà, eux c'est faux, moi c'est juste. Non, tirer les enseignements, comprendre d'où ça vient, avoir envie d'aller plus haut que ça plutôt que simplement trouver des coupables et derrière à chercher à saisir véritablement ce qui se passe. Et comment, et c'est ma focalisation principale, c'est non seulement les résultats sur moi, sur mon corps, mais surtout sur toutes les autres personnes que j'accompagne. Pour moi, c'est la seule chose qui est importante, c'est les résultats sur les personnes que j'accompagne. Et à travers ça, il y a une compréhension immense de tous ces phénomènes qui se passent. Et c'est ce qui fait que toutes les personnes qu'on accompagne obtiennent du résultat. Parce qu'on est focalisé sur ces deux choses qui sont le résultat et la manière saine de l'obtenir. Et tout doucement, c'est ce modèle-là qui émerge, ce modèle où il y a cet accompagnement du patient, il y a ce que les Américains appellent le patient empowerment. Ça veut vraiment dire que les gens reprennent la connaissance de leur corps, sont éduqués, et pas juste de l'éducation pharmaceutique qui peut être faite par des laboratoires où on va expliquer aux patients comment prendre son médicament, etc. C'est très important, mais encore une fois, dans ce modèle-là, dans le modèle produit, dans le modèle compréhension du corps et gestion un petit peu plus du corps, etc., où finalement on n'est pas basé sur des médicaments, on va découvrir de nouvelles choses et on va rendre les personnes beaucoup plus responsables, parce que c'est vrai que c'est un peu le modèle que tout le monde voulait avoir, c'est-à-dire j'ai un problème, je prends une pilule, ça part, c'est super. Oui, mais ça a des limites, comme on le voit et comme vous pouvez peut-être le voir pour vous maintenant. Et pour les gens qui sont assez éveillés, qui ont envie de saisir les choses maintenant et de reprendre la responsabilité de leur corps, c'est vraiment comprendre ce qui se passe, savoir agir de manière saine là-dessus et pouvoir ensuite le faire pour toute sa vie, puis le transférer à ses enfants, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais voir avec vous. Je pense que je pourrais encore en parler pendant les 10 prochaines heures si je ne m'arrêtais pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, peu importe l'heure qu'il est. Prenez bien soin de vous. Posez-vous toujours ces questions-là.
C'est pourquoi est-ce que ce que je fais ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui me manque? Et savoir que même si vous avez l'impression de tout savoir, si vous en êtes où vous en êtes maintenant, là c'est que vous ne savez pas tout. C'est qu'il y a bien des choses qui vous échappent. Et si vous le saviez, ce serait déjà réglé en fait. Donc allez chercher les informations là où elles sont. Prenez ce temps aussi pour vous dire mais ça fait combien de temps que j'essaie de faire ça seul, ça fait combien de temps que je n'obtiens pas les résultats que je veux, etc. Et vous demandez qu'est-ce que vous voulez maintenant en fait aussi. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres. Si vous voulez savoir un petit peu plus ce que je fais et comment j'accompagne les gens là-dessus et que vous voulez changer les choses pour vous et vraiment vous dire ok, pour moi maintenant, l'acné adulte, voilà, je veux 2019 ou peu importe l'année qu'il est, je veux plus jamais avoir à m'en soucier. Eh bien, vous savez que vous avez le lien en dessous pour voir ce qu'on peut faire pour vous et si jamais vous seriez un bon fit aussi pour travailler avec nous. Vous allez voir qu'on est sélectif là-dessus, encore une fois, parce qu'on veut garder notre taux de réussite à 100%. Faire en sorte que toutes les personnes qu'on accompagne, non seulement soient une très bonne dynamique dans la communauté de gens qu'on accompagne, et surtout qu'on continue d'apporter des résultats durables et que l'acné ne soit plus jamais un souci pour vous. Voilà, en tout cas, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et passez une très bonne journée. Bye bye.